Bonjour et bienvenue dans cette journée dédiée aux freelances. Je vais avoir l'honneur de démarrer cette journée par une conférence boussole. Je vais, au cours des 30 minutes qu'on va passer ensemble ce matin, vous partager 7 clés essentielles pour se lancer et réussir sa vie de freelance. Alors, réussir sa vie de freelance, se lancer, il y a un certain nombre de plans à mettre en place, que ce soit un plan psychologique, un plan communication, marketing ou un plan administratif. Il y a un certain nombre de questions et de clés essentielles pour y arriver. Alors la clé numéro 1, c'est faire le bon choix. Et ça passe en fait par un certain nombre de petites questions qu'on va se poser, pour bien valider que ce choix de freelance est vraiment le bon et réellement fait pour nous. Voilà, question, ce plan psychologique dont je parle, c'est au démarrage, s'assurer tout simplement qu'on est bien dans quelque chose qui nous ressemble, dans des choix qui sont justes, qui sont cohérents pour nous. Donc ça passe par un petit questionnement, je dirais une petite sorte de quiz où on va se poser un certain nombre de questions. Notamment par rapport au lien qu'on a par rapport à un sentiment de liberté ou au contraire de sécurité. Évidemment, quand on fait le choix du freelancing, on fait aussi le choix de la liberté au détriment parfois du sentiment de sécurité. Donc c'est un premier questionnement qu'on peut avoir. Une deuxième question, c'est une question par rapport à l'incertitude et je pense qu'aujourd'hui, avec le contexte sanitaire qu'on vit, avec la Covid, je pense qu'on a vraiment expérimenté cela et qu'on a réellement conscience du sentiment qu'on peut avoir par rapport à l'incertitude et savoir justement si on a ce socle profond de confiance en soi et confiance en l'avenir qui sont fondamentalement utiles quand on est freelance, pour tout le monde en général, mais quand on est freelance, c'est encore plus prégnant. Il y a une autre question par rapport au concept de se vendre soi-même. Quand on est freelance, finalement, on est son propre produit, on est sa propre offre et on ne vend plus la marque d'une entreprise, on vend sa propre marque, on vend ses offres, on vend ses missions. Et donc, il faut être quand même assez à l'aise avec ce concept d'auto-promotion parce que c'est la clé de la réussite, parce qu'il n'y a pas de mission sans client. Donc, il faut avoir cette capacité à se vendre soi-même. C'est une des clés de la réussite. Autre question par rapport à la trésorerie. Est-ce qu'on a une trésorerie suffisante pour démarrer son activité de freelance? C'est vrai qu'au démarrage, il va falloir se faire connaître, il va falloir mettre en avant son expertise, il va falloir commencer à gagner ses premières missions, ses premiers clients, ses premiers budgets. Et donc parfois, on va devoir, pendant 3 mois, 6 mois, en général 6 mois, faire l'impasse d'une rémunération fixe. Donc ça sous-entend qu'on a anticipé et qu'on a une trésorerie suffisante pour pallier l'absence éventuelle de rémunération les premiers mois. Donc ça, c'est aussi un plan d'anticipation qu'il faut qu'on ait mis en place avant de se lancer dans l'activité de freelance. Une autre question par rapport à son entourage, est-ce qu'on a un réseau personnel, professionnel, des amis, des collègues de travail qui sont là pour nous accompagner dans notre lancement? Parce qu'au démarrage, on va certainement avoir besoin d'eux pour nous accompagner dans notre communication, pour nous faire connaître auprès de nos premières cibles, pour gagner nos premiers clients. Donc avoir un socle, un entourage solide, c'est aussi une des clés de la réussite.
Que pensez-vous également de cette notion de femme ou d'homme orchestre? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le concept de ne pas être centré 100% sur votre expertise, mais devoir aussi facturer, devoir émettre des devis, devoir gérer des relations avec un certain nombre de partenaires, avec la banque, avec un expert comptable. Est-ce que toutes ces données ne vous font pas peur, ou est-ce qu'au contraire, vous aimez être centré 100% sur votre expertise? Il faut savoir que le freelance, évidemment, c'est un homme ou c'est une femme orchestre qui doit être capable de jouer sur plusieurs domaines de façon simultanée. Enfin, quel est votre état d'esprit actuel? On en a un peu parlé tout à l'heure, c'est voilà, est-ce que vous avez vraiment une force et motivation à toute épreuve? Parce que ça aussi, c'est une des clés de succès et de réussite pour vous. Est-ce que vous êtes prêt à apprendre en continu? La notion de formation et de formation tout au long de la vie, elle est vraie pour tout le monde, elle est vraie pour les salariés. Elle est encore plus vraie pour le freelance, parce qu'on va devoir être au top de l'actualité, au top de son expertise tout au long de sa vie professionnelle. Et donc, ça sous-entend en permanence de continuer à apprendre. Donc, être freelance, c'est aussi se former tout au long de sa vie en continu. Et puis, pour conclure ce premier point, ce petit quiz, ces éléments psychologiques, est-ce que être votre propre chef, c'est un rêve? Est-ce que vous avez besoin de l'émulation du groupe? Est-ce que vous avez besoin parfois de vous reposer sur une hiérarchie? Ou au contraire, est-ce que votre rêve, c'est de vous défaire de toute contrainte hiérarchique et de prendre vos décisions en toute autonomie? Si c'est le cas, je pense que le freelance est fait pour vous. Voilà, si vous répondez par la positive à toutes ces questions, c'est un premier élément qui peut suggérer que voilà, vous avez la force, la motivation, l'envie, qui sont les premières clés de succès pour vous lancer dans cette aventure freelance. La clé numéro 2, c'est évidemment choisir le bon statut au bon moment. Alors, je vais pas développer ce point parce que vous allez avoir une conférence avec un expert sur le sujet tout à l'heure. Mais en tout cas, cette notion de choisir le bon statut au bon moment, c'est important. Ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément un statut unique tout au long de votre vie de freelance, mais que vous allez pouvoir surfer entre plusieurs en fonction du moment. Donc, vous vouliez rester seul ou au contraire rester salarié, il y a des options qui se présentent à vous, et vous allez devoir choisir par rapport à ça, par rapport à votre contexte, par rapport à votre métier. Il y a un certain nombre d'options qui se présentent, et vous allez devoir opérer des choix qui pourront en fait être évolutifs au cours du temps. Et je voudrais juste faire une parenthèse par rapport au portage salarial. Le portage salarial, ça peut être un choix intéressant. Alors, ça peut être un choix tout au long de son expérience freelance, mais ça peut être aussi un choix au démarrage pour s'assurer qu'on fait bien les bons choix, et avant de créer sa propre société, sa propre structure. Ça permet de rester salarié. Donc, l'entreprise de portage salarial fait le lien entre vous et votre entreprise cliente. C'est elle qui facture vos clients, et vous continuez à percevoir une rémunération sous forme de salaire. Donc, vous restez dans un statut salarié avec tous les avantages que ça peut comporter. Donc, ça peut être au démarrage le bon choix pour se lancer et voir comment ça se passe avant d'aller sur des choix plus définitifs. La clé numéro 3, c'est évidemment construire son business model gagnant. Donc, ça va être établir un business plan, établir un plan marketing,
se fixer des objectifs quantifiés, des objectifs chiffrés pour avoir une vision du chiffre d'affaires qu'on doit dégager et de la marge qu'on doit générer pour que son activité soit profitable. Évidemment, on fait souvent le choix d'être freelance par plaisir, par choix, par goût, mais les enjeux financiers restent évidemment prégnants. Donc, il y a un premier socle qui va être de mener une réflexion sur son identité professionnelle. C'est quoi ma vision? Où est-ce que je veux aller? Quelles sont les valeurs? Comment je veux me positionner? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter en fait de différent sur le marché par rapport à mes concurrents? Quel est vraiment, voilà, quels sont mes enjeux? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Quelles sont mes valeurs? Est-ce que je dois créer une marque ou est-ce que finalement mon nom est ma marque? Est-ce que je dois créer un logo, une identité graphique? Quel sera le ton de ma communication? Donc, je dois avoir ces premiers moments de réflexion pour pouvoir construire une communication cohérente autour de moi. Je dois me voir en fait comme une entreprise voit une marque. Je dois prendre des décisions en termes de tonalité, en termes de positionnement, avoir une vision très très claire du message que je veux faire passer à mes clients et à mon public cible. Alors, Business Model Canvas, là aussi, je crois que vous aurez tout à l'heure une conférence complètement dédiée au sujet. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on va avoir besoin de réfléchir à sa propre proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on apporte, quelle valeur on apporte aux clients par rapport aux problématiques du client, quelle est la problématique, quel problème que l'on contribue à résoudre, et donc quel mix produit et quel mix service on a envie de proposer à chaque segment de client. Donc on va devoir mener des réflexions par rapport à la relation client, par rapport à sa segmentation, par rapport aux canaux de distribution, et évidemment par rapport à sa structure de coûts et ses sources de revenus. Donc, on ne pourra pas faire l'impasse, évidemment, d'un business plan pour se lancer dans son aventure freelance. Et puis, de toute façon, voilà, de manière annuelle, avoir une vision d'où on veut aller. Donc, finalement, la checklist des facteurs clés de succès, il faut que j'ai une vision claire de mon offre, qu'est-ce que j'apporte, quels sont mes services, quels sont mes produits, quelle est mon organisation, quelle image je veux véhiculer, mon expertise, qu'est-ce que j'apporte de spécifique sur le marché, quel est mon positionnement, quelle va être ma politique tarifaire. Ça s'improvise pas, ça aussi, ça se réfléchit bien en amont et ça se réfléchit par rapport aux concurrents, par rapport à ses cibles. Quel est mon réseau, quelles sont mes cibles et enfin, quels sont mes outils de communication. Donc, une fois que j'ai répondu à toutes ces questions, je commence à avoir un plan marketing communication assez solide pour pouvoir attaquer mon marché. Clé numéro 4, c'est la suite logique de ce que je viens de dire, c'est bien entendu penser à cibler et à se positionner sur son marché. On va avoir comme enjeu de trouver une niche profitable pour émerger. En fait, on est souvent dans un univers extrêmement concurrentiel. Il y a d'autres freelances, d'autres acteurs qui proposent des solutions proches de la vôtre. Et l'idée, ça va être de se dire comment moi, freelance, avec ma proposition, je vais arriver à émerger, je vais arriver à me faire identifier dans ce contexte hyper concurrentiel. Qu'est-ce que j'apporte comme point de différenciation? Qu'est-ce que j'apporte de spécifique pour émerger, pour faire la différence? Je vais utiliser une méthode qui s'appelle la méthode IAC pour justement travailler sur ces cibles. En termes d'intérêt, quel intérêt ce prospect présente-t-il pour mon activité de freelance? Est-ce que
ce segment de marché, est-ce que ce public est vraiment pertinent par rapport à ce que j'ai envie d'apporter sur le marché. Est-ce qu'il est accessible? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? Est-ce qu'il y a trop de concurrents? Est-ce qu'il y a un contexte favorable ou défavorable? Et enfin, capacité, est-ce que moi, j'ai les outils, j'ai les avantages, j'ai les atouts, la valeur ajoutée pour conquérir ce client? Est-ce que j'ai la compétence, la structure et l'offre adéquate? Donc, c'est une bonne méthodologie, en fait, pour vraiment travailler sur chaque segment de clientèle qu'on imagine et trouver ces cœurs de cible, ceux qui présentent le plus d'intérêt, tout en étant accessibles et pour lesquels j'aurai la capacité, les moyens de les atteindre. Donc, à chaque fois que je vais identifier des prospects, des cibles potentielles, je vais essayer de déterminer quels sont leurs besoins spécifiques, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs motivations, quels sont leurs usages et attitudes. Donc, je vais avoir un travail, en fait, à mener de compréhension des besoins, des attentes de mes cibles, parce que derrière, je vais apporter des besoins, je vais apporter des réponses par rapport à ces besoins. Je vais mettre des actions en place, que ce soit via l'offre, que ce soit via la communication, via la distribution. Je vais mettre en place des actions pour répondre précisément à ces besoins, ces attentes, ces points d'insatisfaction de mes clients. Je vais essayer de comprendre en fait les points de douleur, les problématiques non résolues. Donc ça passe par un questionnement, ça passe par des études en fait qualitatives pour bien comprendre comment fonctionnent mes cibles. Et je vais, une fois que j'aurai identifié ces points de douleur, je vais à mon tour identifier des solutions qui soient créatrices de valeur afin que pour chaque besoin, je puisse apporter une solution, que je puisse proposer des prestations adaptées pour répondre à ces points de difficulté. Et puis, évidemment, je vais fixer des tarifs. Alors, selon la règle, vous connaissez peut-être des RPP. Déjà, avoir une vision claire de mes coûts. Quelle est la réalité des coûts du freelance? Si je vais faire une intervention, une mission, une formation, j'ai peut-être un temps de préparation en amont, j'ai peut-être un temps de réunion, j'ai peut-être des déplacements. Donc, il faut que j'ai une vision claire de l'ensemble de mes coûts. Que j'ai une perception aussi du prix psychologique, de la perception qualité du client, du prix qui est prêt à payer, le budget qui est prêt à mettre mon client, et puis que j'ai établi un benchmark concurrentiel pour savoir quel est le positionnement tarifaire de mes concurrents. Et ça va être un moyen de trouver le prix adapté, qui soit cohérent par rapport à ma proposition, par rapport à mon positionnement, mais qui soit aussi cohérent par rapport aux attentes de mon client et en lien avec ce qui est pratiqué sur le marché, ce qui est pratiqué par mes concurrents. La clé numéro 5, évidemment, c'est trouver ses premiers clients, parce qu'on peut avoir les meilleurs plans marketing, le meilleur business plan du monde. Si on n'a pas la capacité de faire la prospection et de trouver ses clients, évidemment, ça reste complètement conceptuel et théorique. Donc, c'est vrai que le point commercial, le point vente, le point négociation, il est majeur aussi quand on est freelance. Donc, pour certains, ça sera naturel. Pour d'autres, en fonction des expertises des uns et des autres, il va falloir acquérir ces compétences, c'est-à-dire apprendre à prospecter, c'est apprendre à découvrir, maîtriser des techniques de vente, c'est savoir négocier, notamment savoir négocier auprès de décideurs. Ça va être se familiariser avec le traitement des objections, donc faire tout un travail en amont pour définir quelles sont les principales objections et puis anticiper des argumentaires. Et puis également utiliser LinkedIn, qui est un outil assez puissant pour le freelance, pour l'aider à trouver des missions. Donc, conduire un entretien de vente, ça passe par évidemment une introduction, savoir comment on va introduire son sujet. Un questionnement, on parlait de besoin, d'attente, de motivation, c'est la phase d'exploration qui va permettre en fait d'écouter son client
pour ensuite recommander une solution, une offre adaptée. On n'est pas sur quelque chose de générique, on est sur du one-to-one, sur quelque chose qui, à chaque fois, est bien adapté à son client. Savoir négocier, savoir ensuite engager et aller vers une conclusion avec un bénéfice pour les deux parties. Donc ça, c'est théorique, évidemment. Ensuite, ça s'applique et ça va demander de tester auprès d'un certain nombre de clients son discours pour peu à peu le rôder et devenir de plus en plus efficace. Processus de réponse aux objections, c'est la même chose. C'est d'abord écouter l'objection, toujours reformuler pour s'assurer de bien comprendre. Accepter l'objection, l'idée, c'est pas de rejeter. Finalement, le client a toujours raison. On va de toute façon l'écouter et on va adopter la bonne posture, même, et ensuite on va argumenter et traiter l'objection. On va essayer de la lever. L'idée étant toujours de rassurer son client et de rester avec un client satisfait, parce que la satisfaction client, c'est la clé de la fidélisation. On sait que conquérir des nouveaux clients, ça demande un effort important. Et une fois qu'on a commencé à initier une relation, qu'on a gagné un nouveau client, tout l'enjeu, bien sûr, va être de le capter durablement et de le fidéliser. Alors, je m'arrête aussi sur LinkedIn parce que LinkedIn, c'est vraiment un outil à la portée de tous et qui est fondamental pour le freelance parce que c'est un outil très puissant pour trouver des clients. Alors, le socle, c'est d'abord d'avoir un profil optimisé, donc vraiment de bien travailler son profil pour projeter son expertise, pour y intégrer des mots-clés qui correspondent à votre marché, à votre secteur, pour qu'on puisse vous trouver facilement et avoir tous les éléments qui vont rassurer vos prospects ou vos clients à venir. C'est aussi se construire un réseau de relations utiles qui soit cohérent par rapport au public que vous ciblez et pourquoi pas se connecter aussi à d'autres freelances partenaires qui ont des compétences complémentaires et qui peuvent aussi vous ouvrir vers des clients qui peuvent vous intéresser. C'est ensuite mettre en place des actions de fidélisation, donc c'est faire vivre son LinkedIn en engageant une conversation, en réagissant aux publications de vos cibles, en envoyant des messages régulièrement, en partageant, en commentant les commentaires. C'est aussi émettre des actualités, que ce soit des posts ou des articles que vous rédigez. Ça va permettre en fait là encore, de montrer, de souligner votre expertise et puis de partager vos bonnes nouvelles, de partager vos réalisations. Et puis, c'est aussi un outil de conquête. Vous allez pouvoir, grâce au moteur de recherche, identifier des personnes qui sont susceptibles de vous intéresser. Vous allez pouvoir entrer en contact avec elles. Vous allez pouvoir analyser leur profil. Donc, LinkedIn, c'est vraiment l'outil majeur de prospection pour vous freelance. C'est un outil pour trouver des missions. Donc, je vous engage vraiment à l'utiliser. Clé numéro 6, donc ça fait lien avec ce qu'on vient de se dire sur LinkedIn, c'est exceller en personal branding. Personal branding, c'est du marketing de soi, c'est le fait de savoir se mettre en avant comme une marque, se considérer comme une marque et gérer son image de marque, sa notoriété, sa réputation, en créant une image en fait qui soit 100% authentique, qui soit 100% crédible, qui soit vraiment pertinente, quelque chose une image avec laquelle vous soyez à l'aise, qui soit vraiment votre reflet en fait, qui soit réel, qui soit crédible et sur laquelle vous allez pouvoir capitaliser et initier une relation avec les autres. Donc ça veut dire que par rapport à votre image, par rapport à ce que vous avez envie de dire, il va falloir établir un pitch, savoir en 2-3 phrases courtes pouvoir vous présenter auprès de n'importe quel interlocuteur. Ça va être aussi savoir raconter son histoire, donc passer de l'idée à l'émotion, bien sûr. Ça va être adopter une posture efficace et ça va être travailler son réputation. C'est aussi surveiller régulièrement ce qu'on dit de vous, ce qui se dit sur les réseaux. Pensez à vous googliser, avoir vraiment un suivi de votre image de marque.
Et puis avoir en tête aussi qu'on n'a pas toujours 2 fois l'opportunité de faire bonne impression. Donc il y a cette fameuse règle des 4 fois 20 où on sait que tout se joue dans les 20 premiers mots, dans les 20 premières secondes, dans les 20 premières expressions de visage, dans les 20 premiers gestes. Donc soignez vraiment ces 20 premières petites secondes qui vont dire beaucoup de choses et qui vont permettre d'aller plus loin dans une relation professionnelle. Clé numéro 16, voilà, j'arrive à la fin, c'est optimiser sa relation client. Évidemment, le client est fondamental pour le freelance. La satisfaction client, c'est la clé de la réussite, c'est la clé de la fidélisation. Donc, il va falloir vraiment soigner son client. Il va falloir aussi le transformer en ambassadeur, en prescripteur. Avec la forte et nouvelle technologie des réseaux sociaux, un client satisfait, ça peut rayonner, ça peut le faire savoir à beaucoup d'autres prospects. Donc, pensez à les faire témoigner, à les faire partager, à récolter des avis clients, des recommandations, des notes qui peuvent vous aider à trouver d'autres clients. Et gérer aussi le cycle de vie client. Donc, n'ayez pas une communication qui soit massive et unique pour tout le monde, mais en fonction du stade de vie client. Si vous avez un client à conquérir, si votre client est actuel, si le client est dormant, adopter des messages et des actions précises par rapport à chacun. Et enfin, pensez à vous améliorer en continu. C'est très important à chaque étape de la relation avec le client d'aller chercher un feedback, d'aller chercher un retour pour être sur un process d'amélioration en continu et s'assurer à la fois de satisfaire son client et à la fois soi-même. On parlait de formation tout à l'heure, de continuer à s'améliorer, de continuer à progresser, de prendre ce qui a été peut-être moins bien fait parfois pour mettre en place des actes d'amélioration et performer. Donc finalement, se lancer et réussir sa vie de freelance, c'est la clé essentielle, faire le bon choix, choisir le bon statut, construire un business model gagnant, cibler, se positionner, trouver ses premiers clients, exceller en personal branding, optimiser sa relation client. Évidemment, c'est pas exhaustif, il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais déjà, si on a ces fondamentaux, on a des éléments clés de réussite pour performer en tant que freelance. Alors, j'arrive à la fin de ma conférence, il me reste 2-3 minutes. Je vais répondre à vos questions s'il y en a. Alors, comment définir ces tarifs par rapport à la concurrence? Mathieu, faut-il s'aligner ou non? Alors, il ne faut pas nécessairement s'aligner. Il faut déjà effectivement mettre en place un benchmark concurrentiel pour savoir où se situe le prix de marché. Et ensuite, en fonction de son positionnement, on va savoir comment on doit se positionner. Est-ce que moi, j'ai une expertise extrêmement pointue, un positionnement premium qui va me permettre de valoriser un peu mieux mon offre? Est-ce que je suis sur une offre identique aux autres, auquel cas je vais devoir m'aligner? En fait, tout dépend de mon positionnement, tout dépend de mon expertise. En tout cas, je vais définir mes tarifs par rapport à ce que font les concurrents, mais aussi par rapport à la perception client, par rapport à son prix psychologique. Quel prix est-elle prêt à acheter mon expertise? En fonction de ça, je vais m'aligner ou non, mais s'aligner n'est pas forcément le bon choix. Il faut surtout que ça soit cohérent par rapport à son positionnement. Alors, LinkedIn, alors, merci pour votre présentation. Comment prendre contact avec mes premiers clients par mail, par téléphone, sur les réseaux sociaux? Alors là, tout dépend toujours de son ciblage de ses clients. Est-ce que vos clients sont sur les réseaux sociaux? Est-ce que sont
Comment elle fonctionne, c'est vraiment cette connaissance client qui va me permettre de dire comment je dois initier. Si j'arrive à les identifier sur les réseaux sociaux, ça peut être un premier message sur LinkedIn, suivi d'un mail personnalisé et d'une prise de rendez-vous. Tout dépend, en fait, tout dépend du mode de fonctionnement de vos clients. Est-ce que LinkedIn doit être utilisé en lieu et place d'un site internet dédié à mon offre? Je dirais que votre site internet, ça peut être un site vitrine qui va permettre d'expliciter, de montrer votre expertise, peut-être de mettre en avant des références, des exemples. LinkedIn, ça va être complémentaire. Ça va être un outil où de façon assez synthétique, vous allez pouvoir vous présenter sous forme de bio, avec quelques références, mais qui va être surtout utile pour initier une relation, pour engager, pour créer un réseau. Donc je dirais que LinkedIn et le site internet sont des choses complémentaires que vous n'allez pas utiliser de la même façon. Donc oui, je vous rejoins, Julie. On doit le considérer comme un outil puissant mais complémentaire. Ça ne remplace pas tout, c'est juste un outil complémentaire qu'on peut utiliser pour faire sa prospection commerciale. Mais avoir un site dédié à son offre, je pense que c'est toujours pertinent. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Voilà, je vous remercie de votre présence. J'espère que ces quelques outils vous ont été utiles. Et je vous laisse continuer cette journée avec plusieurs, j'espère, plusieurs conseils et conférences utiles à votre développement. Merci à tous. Bonne journée.